Bonjour à tous et bienvenue en direct sur les chaînes parlementaires. Jusqu'au premier tour, nous vous proposons de suivre et de décrypter les meetings des 11 candidats à la présidentielle. Et nous commençons aujourd'hui par le meeting de Philippe Poutou, le candidat du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Un meeting qui a eu lieu jeudi soir à Rouen et que nous allons suivre en intégralité dans quelques minutes. Et nous allons bien sûr l'analyser en compagnie de Claude Posternac qui nous rejoindra dans quelques instants et de Zoé Cadio qui est avec moi en plateau. Bonjour Zoé. Bonjour Ariane. Vous êtes journaliste au Midi Libre et à l'Indépendant. Alors Zoé, Philippe Poutou, c'est sa deuxième campagne présidentielle et pourtant, quand il s'est lancé dans la campagne, il était encore quasi inconnu. Il a d'ailleurs eu du mal à récolter les 500 parrainages. Alors effectivement, il a eu beaucoup de mal à rencontrer ces 500 parrainages et d'ailleurs ce qui est très marrant, c'est que si il a eu ces 500 parrainages, on dit qu'il a fait une très bonne campagne sur YouTube. On pense Mélenchon pour YouTube, mais Poutou a été excellent et il a fait des clips second degré très drôles qui ont, semble-t-il, convaincu des maires qui ne voulaient pas le soutenir. Et puis Poutou, on le découvre, c'est un homme quand même qui a 50 ans, qui a aussi un parcours très particulier. Il est toujours ouvrier chez Ford, contrairement à ce qu'on peut dire, même s'il est à 80%, comme il le rappelle assez souvent, et 20% pour le NPA. Donc c'est une figure qui est nouvelle, entre guillemets, sans l'être vraiment, parce que quand on pense NPA aujourd'hui, on pense plutôt à Besancenot, qui avait été le candidat des anciennes campagnes. Oui, voilà. Alors justement, est-ce que Philippe Poutou, il arrive à faire oublier cette figure d'Olivier Besancenot, cette figure emblématique pour le NPA, qui avait fait, je le rappelle, plus de 4% des voix en 2007. Alors, jusqu'au débat de la semaine dernière, je vous aurais dit non, mais il faut savoir que Philippe Poutou aussi a réussi un très très bon débat. Tout le monde se souvient de sa sortie vis-à-vis de Fillon ou de Marine Le Pen en disant que lui, il n'avait pas l'humilité ouvrière. Et c'est une manière aussi de rattraper un peu cet électorat qui lui échappe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le vote ouvrier, c'est quoi? C'est 37% pour Marine Le Pen, si mes souvenirs sont bons, 23% pour Macron, Mélenchon 17%, 9% pour Hamon, 7% pour Fillon, et Philippe Poutou, qui se réclame justement de cette culture ouvrière, n'est pas du tout plébiscité. Mais là, il a marqué des points, qu'on le veuille ou non, et on va le voir pendant ce meeting qu'on va découvrir. Et du coup, qui a eu lieu 2 jours après le débat, ce débat, il a marqué le début d'une nouvelle campagne pour Philippe Poutou. Il lui a donné une dynamique. Je pense qu'il y a une dynamique. D'ailleurs, comme ses équipes le disaient, ils n'ont jamais eu autant de monde. Alors, ça peut faire sourire quand on voit un peu les images de Jean-Luc Mélenchon sur le port de Marseille ce week-end, mais ils ont plus de 300, 400, 500 personnes. On ne sait pas exactement combien ils étaient à Rouen, mais ils étaient très nombreux. Et ce qui est aussi une autre signature de Poutou, c'est que lui, il séduit les jeunes. Et c'est un électorat qu'on n'arrive pas généralement à drainer, à calculer. Donc, si dans les 30% d'abstention, s'il y a beaucoup de jeunes et qui vont vers Poutou, il pourrait faire aussi bien que Besancenot et pourquoi pas même battre son record qui était de 4,2% en 2002. Alors justement, Zoé, on va écouter ce meeting de Philippe Poutou qui avait lieu, je vous le disais, à Rouen jeudi soir. Et on se retrouve juste après pour l'analyse et le décryptage de ce meeting et de la campagne de Philippe Poutou. Je vais commencer par une chose très importante. Vous avez remarqué, j'ai mis une chemise. J'ai décidé de bien m'habiller. J'ai vu les réactions sur mon t-shirt blanc de mardi soir. On m'a appelé, des journalistes m'ont appelé pour savoir quelle marque c'était, pour savoir pourquoi j'avais mis ce t-shirt blanc. C'est épatant, mais voilà, ça fait partie des choses importantes dans le débat. Il y a eu d'autres choses importantes, vous avez remarqué aussi, avant de discuter de ce qu'on a pu défendre comme idée, il y a la photo de famille, pourquoi je n'y suis pas allé. Autre chose importante aussi, c'est mon attitude pendant tout le débat. Vous avez peut-être vu des extraits, ils ont repassé ça en boucle quand même, c'est je me retournais. Je me suis assis et je me suis retourné pour discuter avec les camarades qui étaient placés derrière moi. Chose bizarre, qu'est-ce qu'on tramait, quelle est cette stratégie bizarre. Mais enfin, on s'est quand même fait discuter, des questions ont été posées, on m'a appelé pour ça, pour savoir ce que j'ai dit. On a appelé des camarades qui ont été repérés pour leur demander pourquoi, qu'est-ce qu'on allait discuter ensemble à ce moment-là pendant le débat. Est-ce qu'on préparait des attaques, des scuds et tout ça. Voilà. Donc en fait, il faut savoir que on croit que l'intérêt d'un débat, c'est ce qu'on dit, mais en fait non, tout se passe dans la posture, tout se passe dans le détail.
et les gens retiennent beaucoup le détail. Alors moi je commence par ça parce que ça a été marquant quand même, et on a vu une certaine forme d'hostilité de la part d'une partie des chroniqueurs ou des éditorialistes des gros médias, en parlant d'indignité à mon propos, de non-respect, non-respect du débat, non-respect de la fonction présidentielle finalement. Et puis tout ça pour bien souligner que finalement on était nous NPA qu'une candidature là juste pour faire les malins, juste pour faire les comiques, les clowns, juste pour faire illusion, et donc tout ce qui pouvait entretenir cette façon de voir les choses, ils l'ont fait quoi. Donc c'est aussi, ça reflète quelque part quand même des préjugés sociaux, et un mépris, le mépris de classe, on le retrouve, on en a parlé autour de Ruquier récemment, mais là on a bien vu aussi à une autre échelle la conception qu'ils ont. Alors ils sont bien capables d'organiser un débat, d'ailleurs ils regrettent un peu, vous avez un grand débat où il y a tous les candidats, pour la première fois c'est historique, tout le monde traité à égalité en même temps, dans la même salle, pour pouvoir discuter franchement de chacun des programmes. Bon, vous avez vu que ça tient pas longtemps, puisque le deuxième débat il est annulé. Ils hésitaient déjà, c'est vrai que c'était mal barré, comme c'était à l'avant-veille de la fin de la campagne, ils se sont dit peut-être que c'est un peu risqué, il y en a qui disaient j'ai un agenda rempli, ça va être compliqué, tout ça. Le lendemain donc, du premier débat, bon, c'est plié, on n'en fait pas un autre. Mais c'est révélateur de la conception démocratique, finalement, le problème c'est pas de vraiment discuter, on est dans un show, le débat qu'ils ont organisé d'ailleurs c'était quand même à grand spectacle, vous avez vu, c'est comme la finale de la Champions League, il y avait le compte à rebours depuis l'avant-veille, à la seconde près, à partir des 24 heures, ça c'était terrible, avec des commentaires d'avant-match, beaucoup de commentaires, d'ailleurs Poutou est rentré en t-shirt blanc, c'est quand même bizarre, qu'est-ce qu'il prépare voilà, il y avait ça, et puis il y a eu les commentaires d'après-match. Donc voilà, on est quand même malheureusement dans un débat où on va retenir essentiellement ces choses-là. Donc d'un certain côté, finalement, le buzz qui a été fait dans ce débat à partir de mes déclarations ou à partir de mon altercation avec Fillon et Le Pen, finalement, c'est peut-être la seule chose qui va rester dans le contenu. Parce que même s'ils ont réagi sur la forme, même si beaucoup de gens ont réagi sur la forme, et beaucoup de gens ont apprécié le fait de dire directement à Fillon et à Le Pen ce qu'on pouvait penser d'eux, de dénoncer clairement leurs mœurs de corruption, même si, je m'arrête là vite fait, il y a la présomption d'innocence, évidemment. Donc je m'excuse si je vais trop loin, si je dérape. Il y a déjà la menace d'un procès, ce serait bien qu'il n'y en ait pas un deuxième, donc surtout ne répétez pas ce qu'il dit dans cette salle ce soir. Mais voilà, donc on rigole, il faut rigoler de ça, parce que c'est aussi la façon, c'est aussi quand même la conception de la vie politique, à la fois de ceux qui organisent ça, de ce monde médiatique. Je parle des gros médias, je ne voudrais pas que l'ensemble des journalistes se sentent visés par les critiques qu'on peut faire, mais il y a quand même une critique à faire sur les médias, la façon dont ils organisent tout ça, et puis donc évidemment ces éditorialistes et compagnie, et puis à côté de ça aussi ces politiciens, ces candidats, voir pour qui ils se prennent. Parce que ce qui est terrible, c'est qu'ils nous mettent dans la peau du clown, ou la peau de celui qui est déguisé, ou celui qui ne sait pas s'habiller. Mais on pourrait inverser tout ça quand même, parce que les véritables personnes qui sont déguisées, les véritables clowns, le véritable cirque électoral, électoraliste, c'est quand même eux qui l'ont depuis quand même très longtemps. Donc on a besoin aussi... pas la démocratie ou qui ne respectent pas même la fonction présidentielle, c'est quand même ces candidats-là, c'est quand même ces gens-là, y compris évidemment Fillon, désolé d'insister sur lui, il s'est fait enfariner ce soir à Strasbourg. Je tiens à dire que je n'y suis pour rien, on n'a rien organisé. Le NPA et l'équipe de campagne du NPA n'a pas du tout organisé quoi que ce soit du côté de Strasbourg. Mais bon, voilà, les clowns, c'est eux, et ceux qui se foutent de la gueule du monde, c'est eux. Et ça fait depuis très longtemps, à tel point qu'il y a des candidats mis en examen qui sont plus pris au sérieux que des candidats issus des classes populaires, issus de notre camp social, qui eux sont pas pris au sérieux tout simplement parce que, comme le disait Marie-Hélène, comme le disait Christine, on a des idées tellement utopiques que ça peut pas rentrer dans le jeu normal de la vie politique. Donc voilà, donc évidemment qu'il faut quand même qu'on arrive à le mettre en évidence. Le cirque, c'est eux. Ceux qui méprisent les gens, c'est eux. Ceux qui prennent les gens pour des cons, c'est eux. Et donc il faut arriver à le répéter, et ce débat-là quelque part il a révélé ça. Voilà, donc il a révélé ça, et il a révélé aussi comment il y a tout un milieu autour de ces gens-là, qui dès qu'il y a l'expression populaire, dès qu'il y a la colère, qui commence à passer à travers les mailles du filet, parce qu'en fait c'est un peu comme la loi des parrainages, vous avez vu, il y a un système qui filtre et qui essaie, bon ça n'a pas trop marché ce coup-ci encore une fois, mais qui essaie d'empêcher justement les petites candidatures, et notamment les nôtres, de passer à travers tout ça. Mais le débat
débat, c'était ça aussi. C'était faire en sorte que ce débat-là, il avait tellement ficelé, il avait tellement tout organisé, avec des prises de parole d'1 minute, 1 minute 30, avec des débats, enfin des thèmes, des sous-thèmes, hein, et y compris des consignes, hein, il fallait défendre son programme, il fallait surtout pas attaquer l'autre, parce que c'était quand même un sacré manque de respect, ou même un manque de fair play que de faire ça. Ils sont venus dans la loge, juste avant, pour m'expliquer qu'il fallait que je parle de mon programme et que je n'attaque pas les autres, pour s'assurer que c'est quand même... Non, mais pour dire comment ça fonctionne, la veille, ils ont appelé aussi, bon, pas sur le t-shirt, ils n'étaient pas encore au courant, mais ils appelaient pour savoir qu'est-ce que j'avais l'intention de faire, qui j'avais l'intention d'attaquer, est-ce que j'avais l'intention d'attaquer quelqu'un, est-ce que j'avais une stratégie, est-ce qu'on avait une stratégie, hein, qui était forcément pas fair play. Donc tout ça, bon, c'était dans cette ambiance-là. Donc on arrive dans la grande salle avec finalement une pression, mine de rien quand même, une pression pour bien faire les choses, et bien faire les choses, eh bien, c'est d'être gentil, tout propre, et puis de répondre aux questions quand elles sont posées, surtout sur la forme dont elles sont posées. Hein, je ne sais pas si vous en rappelez, hein, rassembler les Français, que proposer aux Français, enfin, c'était les Français, les Français, les Français, donc voilà, tout était bien cadré, et c'est vrai qu'il y avait tout un climat, toute une organisation qui ne permettait pas en réalité l'expression d'autre chose, la contestation de la colère, et c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose et c'est assez efficace quand même, il y a une pression, voilà. Donc c'était quand même bien d'essayer de passer outre mesure de ça, et ce qui a donné donc des choses qu'ils n'ont pas supportées. Donc voilà, donc je passe beaucoup de temps à discuter de ça, de la forme, parce qu'en fait cette forme-là, elle a un fond politique, et le fond politique, c'est toujours de faire taire les gens. Voilà. Et dès qu'on ne se tait pas, dès qu'un pauvre ou dès que quelqu'un de notre camp social ose dire des choses, ose l'affirmer, et même ose provoquer, pour eux c'est provoquer, mais dénoncer l'attitude inacceptable de ces politiciens-là, ben évidemment c'est mis dans un comportement qui serait pas acceptable, enfin le nôtre. Donc voilà, donc il faut qu'on arrive à dénoncer ça. Et nous, cette campagne-là, c'est pour ça qu'on s'est battu pour y être, c'est pour ça qu'il y a eu les parrainages, qu'on a tout fait pour réussir à obtenir les 500 parrainages, c'est parce qu'on tenait à ce que justement il y ait l'expression d'une part de notre camp social, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, eh ben, c'est quand même mieux d'être représenté soi-même, hein, c'est quand même mieux de parler de nous-mêmes, hein, de la souffrance, de la critique de cette société-là, de comment on le vit, et puis même de nos aspirations. C'est quand même mieux ça que de se faire toujours représenter par des politiciens, même de gauche. Hein, c'était aussi très important d'être là pour représenter donc un camp social, mais représenter aussi une autre perspective. Et justement à l'opposé de celle qui voudrait nous faire croire que finalement on n'a pas d'autre choix que de subir, que d'accepter le monde tel qu'il est, d'accepter l'austérité, d'accepter les reculs sociaux, d'accepter finalement toute la dégradation, toute la violence de la société au quotidien, d'accepter finalement un monde qu'on ne veut pas, mais qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas de choix de changer. Donc c'était important d'être là et de dire justement autre chose, de dire qu'on peut relever la tête, qu'on n'est pas obligé de subir, qu'on peut contester ce système-là, qu'on peut dire non et qu'on peut même oser penser que ça peut changer vraiment et qu'on peut avoir des politiques qui répondent aux besoins de la population, qu'il peut y avoir du progrès social et qu'on peut encore aujourd'hui obtenir tout ça. Mais évidemment, ben, c'est toute la question aujourd'hui de comment on peut faire. Et c'est ça qu'on veut faire entendre évidemment. C'est pas juste contester, c'est pas juste critiquer le système, c'est pas juste pleurer ou se plaindre, c'est pas juste faire de la figuration, parce que pour eux ça veut dire de la figuration. Hein, c'est aussi l'expression de ça, de cette révolte qu'il faut organiser, qu'il faut préparer, du combat social qu'on a intérêt à mener en urgence, et puis de cette perspective de transformation profonde de la société, de renversement de ce système capitaliste, parce que notre horizon il est là, et il est évidemment bien au-delà de cette élection-là. Mais ceci dit, être dans cette élection-là, on n'est pas non plus hors sujet. Parce que c'est tout ça qu'on veut aussi nous faire croire. C'est que finalement, parce qu'on a des perspectives révolutionnaires, parce qu'on pense qu'à la lutte et tout ça, ben finalement, qu'est-ce qu'on vient parasiter cette élection-là, hein, qui est faite pour des gens sérieux, qui est faite pour des gens qui se posent le problème de la République, du futur président, et donc dans l'immédiat de comment on peut changer les choses. Mais nous, on a toutes les raisons d'être là. Parce que même si on discute de lutte sociale, même si on discute de perspectives plutôt lointaines, n'empêche que cette élection-là, eh bien, elle peut permettre justement de faire entendre non seulement notre camp social, mais de discuter politique, de discuter du pouvoir, de comment ça s'organise, discuter de la démocratie, discuter de la société, de l'économie, comment tout ça, ça fonctionne, comment nous, on peut essayer d'en expliquer les rouages, de comprendre pourquoi aujourd'hui on nous impose la pauvreté, pourquoi on a du chômage, pourquoi on a des minima sociaux qui sont à 700 €, pourquoi 8 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, pourquoi aujourd'hui il y a plus de 6 millions de gens qui sont au chômage ou dans la précarité, pourquoi on démantèle les services publics, pourquoi on ferme les hôpitaux, pourquoi on nous dit qu'il n'y a pas d'autre choix de tout ça, pourquoi aujourd'hui on vit
vit dans un monde où il y a de plus en plus de violences policières? Pourquoi on tue des jeunes dans les quartiers populaires, hein? Pourquoi il y a ce racisme qui est présent dans la police? Pourquoi il y a un racisme dans la société? Ben nous, on a envie de constater ça et de le dénoncer et d'expliquer aussi qu'il y a une contradiction énorme parce qu'il y a tout ça, on nous impose ça, et de l'autre côté de la société, à l'autre bout, on voit que c'est au contraire des richesses complètement dingues, une indécence d'accumulation de fortune, hein. Vous avez peut-être vu ces chiffres, hein, de milliardaires de profits, hein, pour les entreprises du CAC 40, hein, puisque c'est un record, 75 milliards de bénéfices de l'année dernière, c'est 31% d'augmentation d'une année sur l'autre, rien que ça, hein. Et puis dedans, sur ces 75 milliards de bénéfices, on a quand même, rien que ça, 56 milliards, hein, d'euros qui sont distribués sous forme de dividendes, quasiment 10 milliards de plus que l'année précédente. Donc on voit aussi ces richesses-là. Et puis l'autre aspect des richesses, c'est aussi les milliardaires. Hein, des milliardaires, vous avez vu, ils sont encore plus milliardaires. Hein, Arnaud, Bettencourt, Mullier, Bolloré, j'en oublie plein parce que je crois qu'il y a au moins une vingtaine de milliardaires qui font la course en tête. Hein, très riches et de plus en plus riches. Voilà. Donc c'est aussi de discuter de ça, c'est-à-dire qu'en fait de ce monde qu'on nous impose en nous expliquant qu'il n'y a pas le choix, et à côté de ça, des fortunes de dingue. Et ça, il faut qu'on arrive à l'expliquer, c'est pas une fatalité. Vous savez, vous en doutez quand même, si Arnaud est riche, c'est pas parce qu'il a bossé. Enfin, j'espère que vous avez compris ça. Parce que sinon, c'est complètement dingue. « 40 milliards dans le coffre-fort, c'est pas vrai, il n'y a aucun diplôme qui permet ça, il n'y a aucune compétence professionnelle qui permet ça, il n'y a aucun métier qui permet de gagner autant normalement. Hein, c'est forcément quelque part que cet argent-là, il a été volé. Et le vol de Arnaud, comme le vol de Bettencourt, comme le vol de tous ces milliardaires-là, et de l'ensemble du monde capitaliste, ce vol, ça s'appelle, en réalité, pas du vol, c'est l'exploitation. Hein, c'est l'exploitation du travail humain, du travail de l'ensemble des salariés. C'est comme ça que ces gens-là s'enrichissent à ce point-là. C'est parce qu'ils ferment des usines, c'est parce qu'ils licencient, c'est parce qu'ils imposent des baisses de salaire, des conditions de travail qui se dégradent, et même des conditions de travail déplorables. Hein, c'est comme ça que les maladies professionnelles explosent aujourd'hui, avec ces logiques de rentabilité, de course au profit, hein, de gain de productivité maximum. Donc c'est la destruction des conditions de travail, la souffrance au travail, puis voilà, donc l'explosion des maladies professionnelles, et puis après, bon, toute la souffrance psychologique, parce que l'intensification du travail, ben, c'est pas que des dégâts physiques, c'est aussi des dégâts psychologiques, hein, et puis bon, ben, c'est des gens qui craquent, c'est le burn-out, et puis ce sont les suicides qui touchent le privé, le public. Bon, on en a parlé ces derniers temps, essentiellement dans la santé, hein, dans les infirmières de Toulouse notamment, hein, mais on voit aussi à la Poste, on voit à EDF, notamment dans les services publics. Bon, mais pas que dans les services publics, le suicide au travail existe un peu partout, et le suicide au travail existe aussi dans le milieu paysan, hein, chez les petits exploitants, les petits paysans qui n'arrivent plus à vivre de leur travail, où là c'est aussi, ça touche, c'est plusieurs centaines dans l'année qui se suicident. Donc voilà, on voit ça, mais ça c'est le résultat de cette logique capitaliste d'écrasement, hein, cette logique de course à la rentabilité qui pousse, hein, ceux qui dirigent l'économie, ceux qui possèdent, à faire travailler, à intensifier le travail, à tirer le plus possible de l'exploitation, et donc à condamner d'une part donc ces salariés-là à plus d'exploitation et surexploitation, mais surtout des millions de gens et des millions de gens donc au chômage ou dans la précarité. Donc il faut bien faire le lien entre tout ça, faire des allées et venues entre cette pauvreté qui se généralise et cette richesse indécente. Et c'est le fonctionnement même du capitalisme, et c'est le fonctionnement même du capitalisme en temps de crise. Parce qu'en temps de crise, on voit bien ces moteurs qui se mettent en place, hein, de surexploitation, de pillage, de détournement des richesses, parce que le rapport de force, plus il est en faveur de ceux qui dirigent l'économie, de ceux qui possèdent, et bien plus ils écrasent, et plus ils justifient justement la suppression des droits sociaux, la suppression de toutes les protections sociales. Au nom de la fatalité, évidemment, au nom du fait que, soi-disant, on ne pourrait pas faire autrement. Hein, et d'ailleurs, ça donne toujours les mêmes discours, hein, les mêmes choses, même mardi soir au débat, hein, on a entendu combien de fois qu'il fallait baisser les charges sociales. Hein, c'est quand même dingue, ça. Ça fait combien de temps qu'on l'entend? Ça fait, enfin, je ne voudrais pas faire le vieux de la salle, mais ça fait au moins 40 ans qu'on entend ça. Hein, il y en a qui ne s'en rendent pas compte, il y en a qui croient que c'est tout nouveau. Hein. Ça fait plus de 40 ans, il y a plus vieux que moi. Mais on a tout le temps justifié ça, la baisse des charges sociales. Alors la baisse des charges sociales, je dis juste vite fait comme ça, mais c'est des cotisations sociales. Donc si on liquide les charges sociales comme ils disent, c'est des cotisations sociales en moins, et c'est donc la sécurité sociale qui a moins de rentrées, moins de recettes. Donc leur solution, ça reste les mêmes. Ça a fait la démonstration que ça ne crée aucun emploi, que ça ne favorisait pas des plans qu'au contraire même, c'était la continuation des politiques d'austérité. Ça continue comme ça. Ce sont
les mêmes solutions. Fillon, ce matin, sur RTL, il a dit il faut baisser les charges sociales. Voilà, ça continue comme ça, mais il n'y a pas que lui, il y a Macron qui fait ça, hein, puis tout le monde est là-dessus, puis même Le Pen, hein, parce qu'elle est tellement originale qu'elle est obligée de avoir les mêmes solutions. Donc on diminue les charges sociales, et en plus de diminuer les charges sociales, évidemment, il faut diminuer les impôts des riches, parce que c'est bien connu, les riches, il est étouffé par les taxes quand même. Hein, et il manque de liberté, le riche, le patron, il manque de liberté pour embaucher. Ah, s'il y avait moins de taxes, moins de contraintes financières, on pourrait embaucher largement plus. Donc il faut évidemment encore et encore diminuer les impôts des riches. Donc ça passe même carrément maintenant par la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes, hein, parce que bon, on en a vu quelques-uns qui trichent un petit peu. C'est vrai que c'est quand même tellement mieux de ne plus être obligé de tricher. Donc il faudrait supprimer l'ISF. Hein, et puis baisser encore une fois l'impôt sur les bénéfices, l'impôt sur les sociétés. Et ce sont ces revendications-là qui mettent en avant. Et on continue. C'était à 50% l'impôt sur les sociétés en France dans les années 80. Aujourd'hui, c'est à 33% officiellement. En réalité, on sait que les grosses sociétés, notamment, arrivent à payer beaucoup moins. Et là, il faudrait continuer à baisser. Donc voilà, ce sont leurs recettes à eux. Des recettes dont tout le monde peut savoir quand même que ça va aggraver la situation, enfin pour nous, hein, pas pour eux, parce qu'on sait que finalement, à travers cette politique-là, hein, c'est une politique d'enrichissement des plus riches, et donc une politique qui va se traduire par l'appauvrissement de l'ensemble de la population, mais en plus de l'appauvrissement de l'ensemble de la population, c'est la destruction des services publics, hein, tous les services publics, et c'est au nom des politiques de rentabilité, au nom d'une marchandisation qui est soi-disant nécessaire, parce qu'il faut fonctionner comme ça, donc finalement, tout devient budgétisé, et puis on gère tout, la santé, les transports, la télécommunication, l'éducation, tout est géré au nom de la rentabilité, au nom des recettes qu'il faut faire, et il ne faut pas trop dépenser tout ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a des suppressions de dizaines de milliers d'emplois. Bon, là où c'est le plus dramatique, c'est la santé et aussi l'éducation. Et ça continue parce que les projets, c'est là-dessus. Alors maintenant, ils font gaffe. Ils ne disent pas qu'ils vont supprimer des emplois dans la santé. Vous avez vu, même Fillon, il a dit non, on ne touche pas à ça. Bon, alors c'est vrai qu'ils pensent beaucoup à embaucher du côté des flics, hein, du côté de... Bon, ça, c'est pas le truc qu'on revendique. On revendique des embauches dans les services publics, mais il y a un endroit où on pense que c'est pas utile, c'est quand même la police. Mais bon, eux, ils pensent que là, on peut embaucher. Mais surtout, la santé, ils font gaffe, ils touchent plus à la santé pour l'instant, il y a tellement de drames qu'ils n'osent pas. Mais par contre, ils disent carrément, sans problème, on va supprimer les emplois dans la fonction territoriale. Hein, parce que ça paraît inoffensif finalement, parce que c'est bien connu. Il y a trop d'agents municipaux, hein, il y a trop d'employés, et puis les communes, elles sont tellement dans des déficits budgétaires, tellement dans des endettements auprès des banques, que finalement, ça réglerait tellement de problèmes. Donc, mais ceci dit quand même, évidemment que la suppression, hein, alors c'est 500 000 pour Fillon, hein, au total, c'est 120 000 pour Macron, hein, suppression d'emplois dans la fonction publique. Hein, chacun a son petit programme. Bon, Hamon ou la gauche, elle dit qu'il faudrait plutôt réaugmenter, même si Hamon et le gouvernement PS a fait plutôt l'inverse ces derniers temps. Enfin, ceci dit, voilà, donc il y a une continuité de suppression d'emplois, et ça, c'est évidemment un démantèlement qui continue du côté des services publics. Et le démantèlement des services publics, eh bien, c'est des structures collectives qui ne sont plus là pour aider la population, et notamment la population la plus fragile. Donc c'est pour ça que nous on défend et on met en avant cette idée qu'il faut renforcer les services publics, qu'il faut des embauches massives, et qu'il faut un service public en fait dans l'idée qu'il faut donner l'accès gratuit aux besoins fondamentaux de la population. C'est pas juste comme ça un service public, voilà, une poste, une santé, tout ça, c'est assurer l'accès gratuit. Alors évidemment c'est la santé le plus urgent, mais c'est l'accès gratuit à tout le monde aussi pour l'éducation, mais même il faudrait un service public du logement qui permette un accès au logement, un accès décent au logement, parce qu'aujourd'hui c'est quand même catastrophique, c'est plus de 4 millions d'individus aujourd'hui en France qui vivent dans des conditions de logement exécrables. Hein, on parle beaucoup de la crise du logement, mais il y a des chiffres dramatiques. Hein, c'est 150 000 personnes qui vivent, qui n'ont pas du tout d'appartement, qui vivent à l'extérieur. Mais voilà, et c'est même, je crois, 10 à 12 millions de personnes qui sont dans une sorte de précarité de logement, ou en tout cas dans des difficultés de logement. Donc il faut un service public du logement, hein, qui mette en place une réquisition des millions de logements vides et qui permette d'assurer dans l'immédiat donc du logement pour tout le monde. Donc le service public, c'est fondamental, il faut embaucher, et c'est donc cette idée, oui, de donner de l'accès aux besoins fondamentaux. C'est pareil, le service des eaux, il y a plein comme ça de choses. Il faut que ça redevienne public, il faut que ça soit repris en charge par les communes, repris en charge par les départements, par les régions. Il faut absolument rompre avec cette logique de privatisation, de délégation de services publics à des entreprises privées qui font du pognon sur des services qui sont rendus à la population, et ça se traduit forcément soit par une augmentation des prix, et en même temps par une dégradation du service qui est rendu. Donc ça, c'est les choses qui sont prioritaires, des véritables services publics qui assurent donc
l'accès gratuit à tous ces services qui sont fondamentaux pour la population. Donc ça, c'est des choses qu'on met en avant, en rupture avec les logiques de rentabilité. Et évidemment, c'est toujours ces mêmes questions qui sont posées, parce que, vous l'avez remarqué, quand on discute de ça, ou quand on discute de la réponse au chômage, hein, par exemple, l'interdiction des licenciements, bon, s'il y en a qui ont regardé Ruquier ces dernières fois, hein, ils ont constaté que cette idée, elle passait assez mal quand même. Hein, d'imaginer qu'on pouvait entraver la liberté des patrons à licencier. Hein, c'est quand même une sacrée preuve de dictature. C'est peut-être ça la dictature du prolétariat, c'est empêcher le patron de faire ce qu'il veut. Hein, bon, on le revendique, mais bon, c'est vrai que c'est assez choquant pour une partie de ces gens-là. Mais quand on discute de l'interdiction des licenciements, ou quand on discute de la réduction du temps de travail de manière à partager le travail entre toutes et tous, hein, pour supprimer le plus rapidement possible le chômage et la précarité, c'est des choses qui ne passent pas, mais c'est des choses qu'on nous dit, mais c'est pas possible. Mais comment vous pouvez financer tout ça? C'est un peu l'idée, alors service public avec l'accès gratuit plus hein, la lutte contre le chômage, c'est cette idée que finalement, ben voilà, comme on peut pas être élu, ben on balance n'importe quoi, évidemment, on rase gratis, hein, c'est ce qu'on a entendu, même y compris mardi soir, hein, et donc du coup, ben, facile à dire, ben, évidemment, ça vous coûte rien du tout, vous dites ça, machin, et sauf que si c'est possible, c'est une question de choix politique, et c'est ça aussi qu'il faut qu'on arrive à discuter et à convaincre là-dessus, c'est que l'argent existe, les fortunes existent, tous les moyens existent pour assurer ça, mais ça veut dire évidemment qu'à un moment donné, on discute à côté de ça, donc de la redistribution des richesses, ou d'une répartition des richesses complètement différente, et ça veut dire remettre en cause des logiques politiques qui ont permis le pillage des richesses, le détournement des richesses dans les mains d'une poignée, et ça veut dire évidemment, et là je fais comme ça au fur et à mesure, ça veut dire une confrontation avec le camp social qui dirige la société, ça veut dire lui dire, mais ce que tu as pris, il va falloir que tu le rendes, et comme ils ne veulent pas vraiment le rendre, enfin a priori ça ne ressemble pas à ça pour l'instant, hein, ils ne sont pas disposés à ça, parce qu'en fait, bah, ils considèrent que d'abord, s'ils sont riches, s'ils sont très riches, c'est parce qu'ils sont intelligents, hein, parce qu'ils sont innovants, parce qu'on entend plein de trucs, hein. Même le fait de dire que c'était à Ruquier, ça aussi, le fait de dire que Arnaud et la 40 milliards, c'est pas normal, et puis on se fait taxer de jaloux, on se fait taxer de, ben ouais, t'as qu'à être aussi malin que lui, c'est aussi con que ça, hein. Et puis en fait, il a gagné cet argent-là, Arnaud, hein. Je reviens sur Arnaud, je suis pas obsédé par Arnaud, hein. On peut discuter de Martin Bouygues, hein, et bon, il a 2 milliards, mais on peut discuter aussi de 2 milliards, hein. Ces gens-là, ils ont travaillé pour ça, et c'est vrai que les riches, c'est terrible, hein. Ils prennent pas de RTT, ils bossent sans arrêt, enfin voilà, et c'est ça qui fait qu'ils sont hyper riches. Mais voilà, mais c'est ce qu'on nous raconte, quoi. Donc en fait, nous, ce qu'on dit, c'est que les richesses existent, et oui, effectivement, il faut les répartir, et c'est cette richesse-là qu'il faut reprendre. Il faut la reprendre, et comme ils ne veulent pas la donner, eh bien, comment on peut faire? Et nous, c'est ce qu'on discute, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de mobilisation sociale, de lutte sociale, et de l'idée que, toute simple, que la population doit s'organiser par elle-même, elle doit faire de la politique, elle doit défendre ses intérêts directement. Hein, c'est là où il faut arrêter de faire confiance à des politiciens, hein, et puis même de gauche, même ceux qui ont l'air sympas aujourd'hui, qui ne seront pas sympas demain, parce que c'est toujours comme ça, la gauche est sympa quand il y a des élections, hein, parce qu'on promet plein de trucs, parce qu'on dit, ben oui, vous allez voir, on va faire ça, les autres n'ont pas fait, mais nous on va le faire. Mais c'est toujours pareil, on a une expérience de la gauche qui est terrible, là aussi je parle comme un ancien, mais à chaque fois que la gauche promet des trucs, elle est de gauche pendant une campagne électorale, et dès qu'elle est au gouvernement, elle redevient de droite. Et ce sont des politiques de droite. Ce sont des politiques de droite, des politiques patronales, parce que comme ça c'est plus clair hein, qu'une politique de droite, des politiques patronales, des politiques d'austérité, des politiques de remise en cause de nos intérêts à nous, et c'est des politiques aussi racistes, hein, qui s'en prennent aux immigrés, qui s'en prennent à la population, la fraction de la population la plus fragile. Parce que même si ça n'a pas un rapport direct, ça en a un quand même. Parce que quand même, le PS, depuis 5 ans qu'il est au pouvoir, il s'est comporté comment vis-à-vis des Roms? Comment il s'est comporté vis-à-vis des sans-papiers? De la même manière. Ils ont démantelé les camps des Roms, ils ont pourchassé les sans-papiers, ils ont pourchassé les migrants qui arrivaient à Calais, qui essayaient de vivre. Ils ont même liquidé, alors certes c'était un bidonville, mais ils ont liquidé le camp de Calais pour éparpiller les migrants un peu partout, mais pas pour les accueillir correctement. Hein. Ça a été un traitement, un sous-traitement. Donc voilà, ça c'est lié quand même à cette question d'austérité, à cette question de politique antisociale, parce que ça leur permet, à eux compris, même au PS, de jouer ce jeu pourri, de stigmatiser, de montrer du doigt hein, les migrants, de montrer du doigt ce qui pourrait être un petit peu responsable de la crise, parce que vous vous rendez compte, on ne peut pas accueillir tout le monde. Il n'y a déjà pas assez de logements pour tout le monde, il n'y a déjà pas de boulot pour tout le monde. Hein, il y a un trou dans la sécurité sociale, les services publics, ils ne peuvent pas faire face à tous les besoins, donc comment on pourrait accueillir d'autres gens en plus hein, comment on pourrait donner les mêmes droits à ceux qui voudraient vivre ici et qui viendraient d'ailleurs. Donc
Donc la gauche, elle a joué aussi ce jeu-là. Mais ce jeu-là, il est terrible parce que ça permet de faire retourner le mécontentement contre d'autres, ou en tout cas de détourner l'attention et de faire croire que finalement le problème, il viendrait d'ailleurs, alors que le problème, il vient vraiment de l'économie telle qu'elle est organisée, elle vient vraiment de ces tricheurs, de ces voleurs, de ces exploiteurs que sont les capitalistes. Donc c'est aussi ça le problème, c'est que la gauche, malheureusement, elle a contribué à renforcer ces préjugés-là. Et l'autre côté aussi, elle a fait du dégât. Hein, enfin, la gauche, je parle du PS, parce qu'après... toujours pareil, la gauche, est-ce que c'est la gauche, le PS? Mais l'autre côté qui est terrible, c'est que la gauche ou le PS, ils sont allés sur le terrain sécuritaire, mais comme la droite l'a toujours été. Et là, il n'y a même plus de différence de philosophie, de conception. C'est la même politique sécuritaire. Et là, la réponse au terrorisme, ça a été quoi? Ça a été l'état d'urgence. Et l'état d'urgence, c'est quoi? C'est des policiers, hein, c'est Vigipirate. Vous savez, Vigipirate, c'était rouge, je crois. On ne savait pas, il y avait un étage supplémentaire. Hein, maintenant, c'est... je sais plus si c'est rouge vif ou c'est un autre nom, mais ils ont trouvé un étage supplémentaire dans Vigipirate. Hein, ils ont renforcé cette présence militaire, policière, et surtout ils ont renforcé tout un arsenal de répression, et de répression qui se retourne évidemment, essentiellement contre le mouvement social, contre tous ceux qui contestent. Et ça a été la COP21, des écolos radicaux qui ont été quand même pourchassés, arrêtés, mis en résidence surveillée. Ça a été ensuite le mouvement social contre la loi travail, hein, des manifestations archi-encadrées. Alors c'est vrai que Sarkozy avait commencé le truc, mais là, le PS, il a bien peaufiné le système d'encadrement des manifs, d'enfermement des manifestations, hein, puis de provocation permanente, à chercher à ce que toujours, il y a un moment donné, un petit débordement, hop, un débordement, allez hop, on tape, hein, et puis on blesse grièvement des manifestants ou des gens qui sont là plus ou moins par curiosité. Donc voilà, et le PS, il a fait ça, il a justifié ça, il a toujours, et en faisant ça, c'est toujours montré du doigt que finalement l'ennemi, il est quelque part à l'intérieur. Hein, ce sont les immigrés d'une part, mais c'est aussi les jeunes manifestants, c'est aussi ceux qui contestent. Et donc c'est quelque part aussi cette logique d'enlever du droit à la contestation. C'est normal finalement, si vous avez vu le débat, il est simple, c'est soit la liberté, soit la sécurité. Alors après, le grand débat, c'est que si vous voulez de la sécurité, il va peut-être falloir un petit peu empiéter sur la liberté, et ça, il faudrait l'accepter, parce que finalement, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est ça aussi que le Parti Socialiste a contribué à mettre dans la tête de tout le monde. Et c'est ça aussi qui coûte très cher, parce que finalement, après, c'est quoi la perspective? C'est quoi? Comment on s'en sort si finalement tout le monde pense comme ça, ou si tout le monde nous explique qu'il n'y a que comme ça qu'on peut faire? Donc voilà, donc en fait, et ça, c'est en lien direct avec les politiques d'austérité, parce qu'en fait, la politique d'austérité, c'est l'écrasement, c'est un rouleau compresseur, c'est la perte d'acquis sociaux, c'est la dégradation des conditions de vie pour la plupart de la population. Mais à côté de ça, on voit bien qu'il y a besoin pour les possédants, besoin pour l'État et le gouvernement de mettre en place un système de répression qui se perfectionne. Parce qu'en fait, plus il y a d'austérité, plus il y a de pauvreté, plus il y a des risques de contestation et plus il y a des risques d'éclatement de la colère. Et donc c'est pour ça qu'il y en a aussi tout un truc très préventif, très organisé. Très organisé, qui essaie, en même temps que ça attaque dur, hein, en même temps donc d'attaquer un peu plus les populations sur leur propre liberté individuelle, donc sur les libertés de contestation, et donc cette volonté de museler la population. Et ça, le PS, il l'a fait, et ça nous coûte très cher, parce que justement, eh bien, on voit qu'on est empêtré là-dedans, et toute la question qui nous est posée, c'est comment on s'en sort. Parce qu'on est vraiment dans un climat de résignation, un climat un sentiment d'impuissance, où on a du mal à imaginer qu'on puisse s'en sortir. Alors heureusement que dans ce contexte-là, on a eu le mouvement contre la loi travail, ou même qu'on a eu les manifestations au moment de la COP21, parce que ça faisait la démonstration qu'il était quand même possible de s'opposer aux politiques d'austérité, qu'il était possible de relever la tête. Alors qu'on nous avait expliqué pendant des années, Sarkozy, puis après, hein, que finalement ça ne servait plus à rien de manifester, hein, que c'était complètement inefficace, et puis que ça ne s'entendait pas. Faire grève aussi, c'est pareil, ça ne s'entendait pas. Et le mouvement contre la loi travail, il a remis ça au goût du jour, finalement. Voilà, ah ben si, quand même, ça sert à quelque chose. On se fait entendre. Alors ok... on n'a pas fait reculer le gouvernement, dans le sens que la loi El Khomri, ils l'ont mise en place. Mais ceci dit, quand même, le gouvernement a tremblé. Hein, le gouvernement a été bien déstabilisé, à tel point qu'il a été obligé d'utiliser le 49.3. Vous vous rappelez, le 49.3, c'est quand même, normalement, il avait de quoi voter sa loi. Et finalement, ça a tellement foutu le bazar, ces manifestations-là, qu'il n'avait plus qu'une solution, c'était le 49.3. Et il a imposé sa loi avec le 49.3. Et cette forme de violence, elle était en lien avec aussi toutes les autres formes de violence. Donc évidemment, la répression policière, hein, au quotidien dans les manifestations, la justice aussi, parce qu'il y a une répression judiciaire, parce que derrière des arrestations de garde à vue, il y a aussi des sanctions qui ont été contre des militants ou des manifestants qui ont été condamnés aussi. Donc il y a eu cette répression qui est mise en place, et ça c'était la forme de la violence d'un pouvoir
qui était quand même pas si à l'aise que ça par rapport à la contestation. Et comme il n'avait aucun argument, eh bien, il lui restait plus que ça. Et en même temps, on a bien vu aussi du côté des possédants, du côté des... Je vais revenir aux médias un petit peu, aux gros médias, aux chroniqueurs et tout ça, hein, y compris à certains intellectuels, Finkielkraut, enfin bon, il y a quand même pas mal de gens très progressistes qui adorent la population, mais quand elle sautait que la population parle, ben là ça les affole. Et ça les affole, et puis on voit tout un mépris social, toute cette arrogance qui s'exprime. Et puis c'est là où on voit qu'ils aiment bien les pauvres quand ils se taisent. Parce que c'est vrai que dès que ça... Et on a vu des déclarations, mais alors entre Gattaz, bon ça Gattaz, il en fait tout le temps des déclarations pourries, mais les terroristes, pour parler des manifestants ou des syndicalistes, notamment CGT, des voyous, il y a eu Valls, Macron aussi, avec tout ce petit mépris social. Mais on a eu les Finkielkraut et compagnie, plein de gens qui ont montré tout leur dédain, y compris des nuits debout. Les nuits debout, pour nous, c'est super. Enfin, je suppose, des assemblées générales, ça discute. Ça a montré quand même quelque part qu'une jeunesse, mais pas que la jeunesse, elle avait d'autres aspirations sociales que celles qu'on voulait nous imposer. On avait l'envie d'un autre monde, en tout cas pas celui qu'on avait là sous les yeux. Et bien, ça permettait de discuter ça permettait de discuter non seulement d'entraver les libertés patronales, de combattre les politiques d'austérité, mais même ça discutait de comment on se bat contre les destructions de l'environnement, Notre-Dame-des-Landes, Sivens, Bure, tout ce qu'a rappelé Christine. Donc il y avait le lien avec ces combats-là, mais il y avait aussi le lien avec la solidarité avec les migrants, le soutien, et puis cette idée que, évidemment, que les migrants ils doivent rentrer, qu'ils doivent être accueillis normalement, il y a de quoi les accueillir les migrants, et puis de revendiquer la liberté de circulation, parce que nous on le dit dans cette campagne-là, mais c'est aussi des choses qui circulaient dans les nuits debout, liberté de circulation et d'installation, l'ouverture des frontières. On veut de ce monde-là, nous, un monde où il y a la coopération. Donc les nuits debout, de ce point de vue-là, c'était quelque chose qui a fait beaucoup de bien, parce que ça a à côté des manifestations, à côté du mouvement de grève qu'il y a eu avec les cheminots, les dockers, les raffineurs, à côté de tout ça, il y avait ces nuits debout qui concrétisaient finalement qu'il y avait au moins une partie de la population qui voulait plus tout ça et qui cherchait les moyens de résister et de s'y opposer. Et les nuits debout, ça a été l'expression de ça, l'expression de cette idée-là et de cette volonté de mettre en débat la société, la démocratie, comment on fait une démocratie directe, la remise en cause de cette économie possédée par rapport à une minorité qui fait ce qu'il veut et tout ça. Et ça, c'est important parce que dans tout ça, finalement, même si le mouvement, encore une fois, il n'a pas gagné, mais il n'empêche que ça a remis ça devant, ça a refait discuter, et on est un certain nombre aussi à avoir repris conscience que finalement, on avait intérêt à remettre en avant vraiment ces idées, se battre pour ces idées-là. Donc ce mouvement-là, il a remis un peu de confiance en nous, et c'est vrai que dans cette élection-là, cette année, ça nous permet d'essayer de porte-parole de ça, d'essayer de se faire l'écho de tout ça, parce qu'il y a eu le mouvement contre la loi travail, donc, mais on sait aussi qu'aujourd'hui, il y a plein de résistances. Des résistances très nombreuses, dans la santé notamment, parce que des luttes dans des cliniques, des luttes dans des maternités, dans des hôpitaux pour empêcher à la fois des fermetures ou des destructions de services publics ou de services de santé, mais en même temps la défense des conditions de travail qui sont déplorables. Donc il y a des mouvements qui sont nombreux, et même des mouvements comme la clinique de Tarbes, au bout de 62 jours de grève, où ils arrivent à recruter, à imposer des embauches pour essayer de limiter la casse. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des luttes qui gagnent. Mais il y a la santé, donc dans les bureaux de poste aussi, il y a énormément de luttes. Et je dis énormément, c'est pas exagéré. Il y a combien aujourd'hui alors ce qui est dommage, c'est que c'est souvent éparpillé, que c'est un bureau dans telle ville, pas en lien avec un autre bureau dans une autre ville, ce qui fait que c'est souvent des 10, 15, 20 postiers qui se battent dans leur coin, mais qui des fois tiennent longtemps, tiennent plus d'un mois. Et donc cette résistance-là, elle existe. Les résistances, elles existent aussi dans pas mal. On a vu avec Goodyear, même si c'est des histoires qui se terminent mal parce que l'usine a fermé, mais bon, il y avait une grosse résistance, vous vous rappelez, parce que heureusement qu'ils l'ont fait, ils avaient séquestré leur patron, donc ça permet aussi de parler de ces luttes-là, mais bon, ça leur a coûté cher, parce qu'après il y a eu le tribunal, et puis des sanctions de prison avec sursis. Mais il y a eu aussi à Air France, la résistance contre le plan de suppression d'emploi. Là aussi, ils avaient bien fait de déchirer la chemise du DRH, ça avait permis de parler de ça quand même, parce que ça sert à ça aussi quand on se met en colère. C'est pas qu'on est méchant, c'est pas qu'on est obsédé par leur chemise qui coûte hyper cher, c'est qu'à un moment donné, voilà, quand on se bat, il y a un peu de... Donc cette colère-là existe, et c'est normal qu'elle se montre, et il faut la montrer, parce que des fois on n'ose même plus se mettre en colère, on n'ose même plus dire ces choses-là, parce que finalement on nous fait passer pour des excités de service. Donc la colère, il faut qu'elle soit là, et c'est important, et ça s'exprime comme ça peut. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, c'est la question d'une colère généralisée qu'il faut qu'on arrive à construire, en s'appuyant sur les luttes, les résistances qu'il y a un peu partout. Sur les résistances d'ailleurs, j'ai pas parlé, mais l'expression de solidarité avec les migrants, j'en ai parlé pour Nuit debout, ça se discutait, mais quand on voit Cédric Héroux dans le sud-est de la France qui dit non, moi je suis agriculteur dans un coin, mais là les migrants ils passent là, moi je vais les aider. C'était interdit, mais je vais les aider quand même, je vais leur donner à manger, je vais les loger.
que ferait un agriculteur comme Cédric Herrou après que d'autres agriculteurs à côté l'ont fait. Alors ok, là aussi, vous avez vu, tribunal, 3 000 € d'amende pour Cédric Herrou, parce que c'est un délit d'aider un migrant. Mais ceci dit, quand même, dans l'opinion publique, ça a marqué des points, parce qu'il a quand même été élu homme de l'année par le journal régional, c'était Nice Matin, ou je ne sais plus comment il s'appelle, je ne m'en rappelle jamais, parce que moi je connais que le Sud-Ouest, du côté de Bordeaux. Même ici, je ne connais pas votre journal. Mais Paris-Normandie, voilà. Et là, donc, le journal régional de là-bas, ils l'ont élu homme de l'année, ce qui avait énervé un des plus gros réals de la France aujourd'hui, qui s'appelle Ciotti, qui n'a pas supporté qu'on puisse désigner Cédric Herrou comme l'homme de l'année. Mais c'est révélateur. Ça montre qu'aussi, quand des gens se battent pour exprimer la solidarité, quand ils refusent le monde de racisme, de préjugés, de xénophobie qu'on nous impose, et bien, dans la population, il y a des bonnes réactions, c'est positif. Et c'est vrai que ces luttes-là, elles sont contagieuses. Mais c'est un peu comme les luttes contre la fraude fiscale ou l'évasion fiscale, ce qu'on appelle les faucheurs de chaises. Il y a eu un procès à Dax, parce qu'il y avait un militant, Yann Palès, qui était attaqué par la BNP Paribas, parce qu'ils avaient, vous savez comment ça marche, ils rentrent dans une banque, ils prennent les chaises, et puis ils disent, on vous rendra les chaises que quand vous aurez rendu les milliards que vous nous avez volés. C'est pas mal ça aussi. Eh bien, mine de rien, cette bataille-là, c'est contagieux parce que ça fait discuter. Et le procès, il y avait quand même 2000 manifestants, je ne sais plus combien. Et bien, du coup, au procès, il a été relaxé parce qu'il ne savait plus comment faire. Il y avait une opinion publique plutôt favorable. Et c'était tellement scandaleux qu'ils ont relâché le militant. Mais ça se discute. Et puis, c'est vrai que tout ça, on voit bien qu'il y a une envie de résistance. Et que parce qu'il y a cette résistance-là, parce que des gens se battent, même pas tellement nombreux, même quand ils ne sont pas nombreux et tout ça, ça arrive à faire discuter. Et ça pose le problème d'une résistance collective. Comment on peut renforcer tout ça? Comment on peut créer du lien entre une résistance comme celle des faucheurs de chaises avec celles qui soutiennent les migrants, avec celles qui se battent pour empêcher des destructions de services publics, ou avec celles qui se battent contre des destructions d'emplois dans des usines. Tout ça, c'est important parce qu'au fond, c'est le même problème, c'est le même combat qu'on a amené. C'est contre le capitalisme, contre les dégâts du capitalisme, contre une société qui est profondément injuste et inhumaine. Et donc le problème, c'est ça, c'est cette résistance-là, c'est construire une résistance très large. Et c'est ça qu'on appelle la convergence des luttes. Et pour qu'il y ait de la convergence des luttes, il faut qu'il y ait du lien, il faut qu'il y ait des réseaux militants, il faut qu'il y ait des gens qui se posent le problème de comment on fait face à tout ça. Il faut qu'il y ait des gens qui espèrent aussi, qui y croient, qui ont la pêche, parce que pour se battre, pour résister, finalement, il faut avoir le moral aussi. Il ne faut pas être écrasé par l'idéologie dominante ou par le fatalisme. Donc tout ça, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à recréer. C'est cette envie de relever la tête, cette fierté-là de notre camp social, et puis d'affirmer justement l'opposé des idées qu'on veut nous imposer. Et le combat contre l'idéologie dominante, mais le combat contre cette société qui est de plus en plus violente et de plus en plus oppressive. Donc c'est tous ces problèmes-là. Alors nous, on essaie d'expliquer ça dans la campagne, et c'est ça qu'on va essayer de dire aussi dans les 2 semaines qui restent. C'est d'expliquer qu'il faut aujourd'hui faire converger tout ça, créer du lien et se dire qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est justement la riposte, une riposte profonde, une réponse unitaire de l'ensemble du mouvement social pour arriver justement à stopper les politiques d'austérité, pour arriver à mettre en place ou à imposer en tout cas des politiques qui répondent aux besoins de la population. Cette perspective de riposte sociale, elle devient crédible ces derniers jours. Grâce à quoi? Grâce à ce qui se passe en Guyane. Même si c'est un pays... Ah ok, c'est la France, officiellement. Même si c'est un pays qui est très loin. Même si c'est un pays où la population est autour de 300 000... C'est-à-dire en fait la taille d'une grande ville en France. N'empêche que ce qui se passe là-bas, c'est tout c'est ce qu'on pourrait dire notre programme à nous finalement. Une population en colère depuis longtemps, puis à un moment donné la colère ça se transforme avec l'envie et la confiance en soi, et donc c'est la bataille. La bataille a été lancée, il y a aujourd'hui des blocages, une grève générale. Alors ok, c'est pas si simple que ça, on voit bien qu'il y a des hésitations, mais le rapport de force est là, et grâce à cette contestation-là, grâce à ce mouvement social, ça a permis de faire trembler le gouvernement qui a hésité mais qui a fini par se déplacer. Alors évidemment, quand il se déplace, on a vu sa tactique. Sa tactique, c'est pas de quoi vous avez besoin, on va vous répondre. C'est comment ils peuvent entourlouper le mouvement social, comment ils peuvent diviser le mouvement social, comment ils peuvent l'affaiblir. Ils sont en train de tester ça. Ok, on va voir avec une enveloppe de 1 milliard, essayer de satisfaire quelques bouts de manifestants, parce que le mouvement social en Guyane, c'est à la fois des petits patrons, des agriculteurs, des salariés, des chômeurs. Voilà, il y a un peu tout évidemment dans la population. Et alors le gouvernement, il
essaie de jouer sur ces divisions-là, il essaie de capter un bout du mouvement pour pouvoir les faire lâcher et fragiliser le mouvement. Donc c'est ça la tactique du gouvernement. Mais pour l'instant, ça tient, ça résiste. Il faut espérer que la population guyanaise va tenir le coup et arriver à imposer au gouvernement un véritable plan de sauvetage de la population. Mais au-delà de la question sociale en Guyane, il y a aussi la question coloniale qui est posée. Même si ce n'est pas la revendication première du mouvement social, c'est quand même ça qui est posé, qui est au cœur. Parce que la Guyane, on a été un mouvement, on a été une manif à Paris il n'y a pas longtemps. Bon là, c'était les Guyanais qui vivent en France, qui pour beaucoup aimeraient bien revenir là-bas, mais il y a tellement de chômage, c'est tellement difficile qu'ils ne peuvent pas. Mais bon, et on a pu discuter avec eux. Et justement, ils nous racontent que la Guyane, c'est un pays riche. Hein, c'est très riche, il y a de tout, il y a des minerais, hein, il y a ce qu'il faut, il y a aussi du point de vue de l'agriculture, il y a ce qu'il faut, sauf que toutes les richesses elles sont absorbées et contrôlées par l'État français. C'est même pas les collectivités territoriales qui ont là-dessus, c'est l'État français. Et ces richesses-là sont détournées, absorbées. Et là, on est véritablement dans des rapports coloniaux d'une population qui aurait tout pour vivre normalement et qui ne peut pas vivre normalement parce qu'il y a un État qui est encore colonial et qui pique les richesses. Donc le problème, il est posé. Et nous, c'est ce qu'on dit aussi dans cette campagne-là, pas par rapport uniquement... C'est pas parce que les Guyanais se battent qu'on dit ça, on le dit bien en amont et notamment, ben là ça illustre, mais on est pour le droit d'autodétermination des peuples, on est pour que la population guyanaise puisse se diriger elle-même, s'organiser elle-même et surtout se réapproprier les richesses. Il faut que les richesses de la Guyane reviennent à la population. Donc ça veut dire, c'est pas juste une enveloppe de 1 milliard qu'il faut donner, c'est comment la population reprend ce qui lui appartient. Et ça, le droit d'autodétermination des peuples, c'est bon pour tout ce qui reste de l'Empire colonial français, y compris pour la Corse, y compris pour le Pays Basque, y compris pour la Bretagne. Donc la lutte de Guyane, elle nous donne confiance et elle montre que la population peut se relever, se mettre en colère. Et nous, ce qu'on espère, c'est que ça s'étende et que ça vienne jusqu'ici. Donc c'est ça aussi notre programme à nous, un vrai programme. Alors c'est pas un programme de promesses, hein, c'est pas dire votez pour nous, on va faire ceci. C'est que nous, il faudrait qu'à un moment donné, on agisse. Donc oui, il faut des luttes sociales profondes, mais alors c'est ça qu'on rajoute, c'est que comment on prépare ces luttes sociales. Et nous, on pense qu'il manque un petit truc aujourd'hui pour aider à préparer ça, discuter de la société, comprendre la société, comprendre qu'on a les moyens qui est notre politique, hein, qui répondent en tout cas aux besoins de la population, et que nous, on a les moyens, qu'on représente véritablement une force sociale, une force politique. Et ça, il nous manque un outil. Cet outil-là, c'est un parti. On appelle ça un parti, on peut appeler ça un mouvement, hein, parce que le mot il est tellement dénigré, tellement dévalorisé suite à tout ce qui s'est passé, mais peu importe. Mais en tout cas, il nous faut un outil politique, un parti pour les exploiter, pour les opprimer, pour nous, hein, qui soit le nôtre, un outil qui nous aide à ça, à discuter ça, à préparer ça, à faire passer les expériences des uns et des autres, à faire connaître les luttes, enfin jouer tout un rôle hein, que personne ne joue aujourd'hui à notre place, parce qu'on est orphelin de ça aujourd'hui, véritablement orphelin. On n'a pas d'outils capables d'organiser ça. On a des syndicats, mais comme l'a dit Marie-Hélène, les syndicats, ça fait quand même très longtemps que les directions syndicales sont quand même pris dans le jeu institutionnel, hein, quitte même à aujourd'hui, comme certains syndicats, à coopérer quasiment ouvertement avec des politiques antisociales. On voit bien aussi que les forces politiques à la gauche de la gauche, elles sont émiettées, fragiles, hein, que le problème est posé de reconstruire quelque chose. On voit bien que dans le milieu associatif, c'est pareil, il y a des militants, mais comment on fait, comment on peut résister hein, aux dégâts de l'austérité, hein, quand on voit la crise du logement, quand on voit la souffrance des gens qui sont à la rue, qui crèvent la dalle, des gens qui ne peuvent plus se soigner, enfin tous ces trucs-là, comment on fait, comment on réagit au quotidien. Donc c'est pour ça qu'il y a un outil politique qui nous manque. Et cet outil-là, il faut qu'on se le construise. Et quand je dis ça, c'est justement aussi en rapport au débat politique qu'il y a dans la campagne électorale. Parce que vous avez vu qu'il y a un PS qui est en train de se casser la gueule. Hein, Hamon, il est un peu seul là. Il baisse dans les sondages, mais plus ça va, plus il fait sympa, Hamon. Parce que finalement... Et ouais, mais tous les pourris du PS sont en train de le lâcher. Hein. Les Le Drian, les Valls, et tout ce qui représentait la politique. Et on voit bien que ça rejoint Macron, la solution Macron, hein, ce ni gauche ni droite, qui est en réalité la véritable politique d'austérité, c'est celui qui va représenter le mieux hein, ce qu'a fait le gouvernement ces derniers temps. Mais je dis pas ça pour dire qu'il faut sauver Hamon, hein, et qu'il faut qu'Hamon, il faut aller tous derrière Hamon, c'est pas ça. C'est que ça se casse la gueule, mais ça se casse la gueule et nous on va pas être là pour le rafistoler. C'est comment on discute d'autre chose justement, autre chose qu'une gauche institutionnelle, une gauche parlementaire ou une gauche gouvernementale. Il faut une véritable gauche politique, anticapitaliste, une gauche de combat. Après on peut se disputer sur le mot gauche, est-ce que le mot gauche il est bien approprié ou pas. Mais ce qui nous manque c'est ça, c'est cet outil-là qui nous prépare aux luttes sociales, qui les organise, hein, qui discute de tout ça. Comment nous on peut redevenir une force politique et sociale. Le problème il nous est posé comme ça. Et dans cette élection-là, c'est pour ça, et j'en finis là-dessus, hein, c'est quand on nous embête avec le vote utile. Hein.
Alors parce qu'on fait 0,5%, c'est pas utile de voter pour nous. Hein, vous avez vu, hein, il faut voter pour celui qui a des gros scores, peu importe ce qu'il dit finalement. Hein, alors là aujourd'hui, mais tu vas faire plus que 0,5. Le vote utile, il va avoir du mal à le défendre. Hein, quand on est à 8-9%, 8-9-10, mais un autre joue à ça. Ça va être Mélenchon. Mélenchon, il a combien? 17. Il va peut-être monter un petit peu, on ne sait pas. Mais là, on nous explique, et des gens sincèrement le pensent, qu'aujourd'hui, le vote utile, c'est Mélenchon, parce qu'il faut absolument s'il y a une petite chance qu'il y ait la gauche au deuxième tour, il faut qu'il y en ait un, et aujourd'hui, le mieux placé, c'est Mélenchon. Et on nous explique que c'est ça, le vote utile. Mais à chaque fois, c'est comme ça. Hein, ça fait 40 ans que, moi, je connais un petit peu, mais bon, certains non, moins, et d'autres plus. Ça fait 40 ans qu'on nous explique, enfin plus longtemps d'ailleurs, ça fait depuis toujours qu'on nous dit qu'il faut voter utile. Et voter utile, c'est voter pour le mieux placé. Mais donc, du coup, voter utile, on vote pas pour ses idées, on vote pas pour son camp social, on vote donc pour le politicien qui serait le mieux placé. Et nous, c'est ce qu'on a envie de dégommer. C'est pas vrai. On a tout à gagner à voter utile en votant pour nos idées, pour notre colère, pour la contestation du système capitaliste et pour cette idée qu'il va falloir qu'on riposte. C'est ça voter utile aujourd'hui. C'est voter avec ce qu'on pense. Alors c'est pour ça que nous, alors, on va pas faire les malins, mais c'est vrai qu'une candidature ouvrière anticapitaliste et qui discute de la perspective de lutte sociale, c'est ça le vote utile. C'est nous le vote utile. Hein, Le vote utile, c'est dire que le changement, ça sera à nous qui l'imposerons par notre force, par notre mobilisation. Mais le vote utile, c'est aussi d'exprimer quelque chose qui est important et qui nous différencie de l'autre soi-disant vote utile qui est Jean-Luc Mélenchon. C'est le chauvinisme, le souverainisme. Nous, on est internationalistes. Nous, on pense que... On ne s'adresse pas aux Français, on ne parle pas de la République. Pour nous, elle n'est pas une et indivisible, la République. Les valeurs de la République, pour nous, c'est aussi le colonialisme, c'est aussi le massacre des peuples, c'est le racisme, les valeurs de la République aussi. Et nous, on ne revendique pas cette République-là. C'est important aussi d'affirmer la perspective internationaliste, la solidarité avec les populations en Grèce qui se battent contre l'austérité, avec les Espagnols qui se battent aussi contre l'austérité, les Italiens, les Anglais, les Belges, partout ça se bat aussi, ça essaie de se battre contre l'austérité. Et nous on pense que la bataille, même à l'échelle européenne, elle est justement dans l'union des populations et des peuples, à résister contre la politique de l'Union européenne justement, parce qu'on nous en parle beaucoup. Oui, l'Union européenne, il faut la combattre, oui, il faut abroger les traités ultralibéraux, oui, il faut combattre l'Europe des banquiers, l'Europe de la Troïka, mais ça passera par une lutte des peuples, ensemble, par-delà les frontières, solidaires, pour imposer une véritable Europe des peuples, une Europe où on harmoniserait le droit social par en haut. Et peu importe finalement la monnaie, ce qui va compter c'est la banque. La banque, il faut qu'elle soit expropriée entre un véritable service public, un monopole public bancaire, au service de la population. Mais ça passera par des résistances populaires, par des luttes à l'échelle du continent. Donc nous, on a cette vision-là internationaliste de solidarité avec les peuples, et ça nous différencie de l'autre vote utile. C'est pour ça que le vote pour nous, c'est aussi un vote internationaliste, un vote de combat social par-delà les frontières. Voilà. Voilà pour ce meeting de Philippe Poutou qui avait lieu jeudi soir à Rouen et que vous avez donc pu revoir en intégralité sur Public Sénat. Nous allons maintenant en parler ainsi que de la campagne et du programme de Philippe Poutou avec nos deux invités, Zoé Cadio que je vous représente. Rebonjour Zoé. Rebonjour Ariane. Au Midi Libre et à l'Indépendant, et Claude Posternac qui nous a rejoint. Bonjour, merci d'être avec nous, fondateur du site l'important.fr. Alors on vient d'entendre ce meeting de Philippe Poutou, Zoé, et au début de ce meeting, Philippe Poutou a ironisé sur sa tenue vestimentaire lors du débat du 4 avril entre les 11 candidats. Il a commencé le meeting en disant « J'ai mis une chemise ». Il faut rappeler que lors de ce débat, il lui avait été reproché d'être venu en jean polo, d'avoir eu une attitude irrespectueuse. Il a donc choisi de répondre avec humour à ces attaques. Il a répondu avec humour et d'ailleurs, comme vous le disiez, il a mis une chemise là. Donc, d'une certaine manière, ça l'a quand même touché qu'on critique un peu sa tenue vestimentaire. Cela dit, on découvre aussi un homme qui a beaucoup d'humour. Alors, si le New York Times parle de le héros du peuple, pour reprendre un peu le papier qui a été fait à son sujet la semaine dernière après ce débat, il reste quand même sur ses fondamentaux et on voit quand même à travers ce meeting qu'il y a quand même une rhétorique, un champ lexical qui est toujours le même et qui est très, très remarqué et très associé à sa famille politique. Parce que qu'on le veuille ou non, oui, c'est le héros du peuple, c'est un trotskiste, et même dans sa façon de s'exprimer et dans les prises de position qu'il a, qu'il soit aussi bien sur la scène internationale que sur la défense des ouvriers. Et il se présente comme le candidat ouvrier, mais il ne l'est pas quand on voit les sondages. Alors je ne sais pas s'il arrivera à drainer cet électorat-là, mais il y a quand même un véritable défi. Et puis, vous dites qu'il revient, il a d'une certaine manière débriefé le débat du 4 avril, mais c'est à partir de ce débat-là aussi qu'on a vu une dynamique. Alors, on s'est aperçu aussi que c'est
aussi avec ces débats télévisés que les outsiders trouvent leur place, que ça soit Mélenchon à l'issue du premier débat télévisé et le 4 avril avec ce débat à 11 où on a dit que c'était assez touffu, confus, mais pas tant que ça pour Poutou. On l'avait vu déjà sur les primaires, puisque dans les primaires, déjà, Fillon, qui devait être le 4e, à l'époque, il faut se rappeler, est passé en tête. À Mons, c'était aussi le cas. Donc on retrouve la télévision fait encore aujourd'hui l'opinion. On parle beaucoup des réseaux sociaux, et vous savez que je suis très sensible aux réseaux sociaux, mais la vérité, c'est que c'est encore la télévision qui fait l'opinion aujourd'hui en France. Il suffit de voir la montée de Mélenchon et le petit frémissement qu'il y a eu autour de Poutou. Alors, Poutou est dans une logique un petit peu contradictoire, c'est-à-dire que d'un côté, il joue la société du spectacle, et à tel point que son spot de campagne officiel, c'est un gimmick de ce qui s'est passé dans l'émission de France 2 chez Ruquier, où apparemment il a considéré qu'il était maltraité en tant que petit candidat, et a raison. Et il fait un sketch, c'est-à-dire qu'on va avoir un sketch dans la campagne politique officielle de Poutou. Vous allez le voir à la télévision, c'est extrêmement intéressant. Mais juste pour faire une aparté, c'est que justement, c'est que quand il a voulu justement avoir ces 500 signatures et qu'il a eu du mal, il a posté sur YouTube des vidéos, mais très drôle et très second degré. Donc on s'aperçoit qu'en fin de compte, Philippe Poutou est un homme quand même qui est drôle et qui a un humour décalé et insompsonnable d'une certaine manière. Mais le décalage est d'autant plus important entre une rhétorique un petit peu nouvelle, puisqu'il essaie de parler un peu à la modernité, mais avec un fond qui a du mal à se renouveler. On a un discours sur le prolétariat et avec une grosse difficulté idéologique pour des marxistes, puisqu'il parle en même temps beaucoup du prolétariat et du service public, et il y a un problème étymologique. Service public veut dire fonctionnaire. Pour Marx, les fonctionnaires ne sont pas des prolétaires, puisque pour être prolétaire, il faut créer de la valeur ajoutée. Bon. Donc on est dans un schéma théorique qui aujourd'hui patine. Et on le voit, et vous aviez raison de rappeler à ce titre, il patine tellement que lorsqu'on voit la pénétration d'un homme qui se dit ouvrier, représentant la classe ouvrière, la représentation aujourd'hui parmi à la fois la classe ouvrière, le vote ouvrier et le vote employé, il ne pèse rien, puisqu'aujourd'hui, largement en tête, on retrouve Marine Le Pen. C'est un sondage ELAB qui a été fait début mars sur le vote des ouvriers, qui dit qu'effectivement Marine Le Pen, 37% des ouvriers voteraient pour Marine Le Pen, 23% pour Emmanuel Macron, 17% pour Mélenchon, seulement 9% pour Benoît Hamon. Mais c'est vrai que Philippe Poutou, il l'a dit pendant le débat, c'est le seul qui a un vrai travail, il est ouvrier. Comment on explique que le vote ouvrier se tourne vers Marine Le Pen et pas vers sa candidature ? Parce que justement, il était d'une certaine manière inaudible. Mais là, je pense qu'après ce débat du 4 avril, où il a carrément mordu d'une certaine manière sur les prétentions ouvrières de Marine Le Pen sur cet électorat, et qui lui a sorti, vous savez, on n'a pas d'immunité ouvrière, je pense qu'il a marqué des points. Et vous faites référence à un sondage qui a eu lieu début mars, je crois. Je pense que si aujourd'hui on refait le même sondage, je pense que Philippe Poutou a marqué des points et qu'aujourd'hui, il peut peut-être espérer faire aussi bien que Besancenot et pourquoi pas même atteindre 5% de l'électorat pour l'élection présidentielle. Ça peut être aussi une surprise. Moi, je ne crois pas à cette dynamique. Je n'ai pas ce sentiment-là. Je pense qu'il y a un vrai hiatus. Il y a un vrai problème entre aujourd'hui l'extrême gauche et en particulier les trotskistes avec la classe ouvrière. Alors on est dans une configuration, il faut quand même le rappeler, extraordinaire en France. Nous avons actuellement... 3 candidats. 2 plus 1. Candidat trotskiste. Enfin, 2 candidats trotskistes affichés et un ancien trotskiste. Alors on fait moins qu'en 2002, puisqu'en 2002 on en a eu 4. Je vous rappelle que les familles trotskistes, il y a 4 familles trotskistes. Il y a Lutte ouvrière, qui est là à chaque coup. Il y a l'ex-Ligue communiste, qui est maintenant le NPA, qui est là à chaque coup. Et puis en 2002, il y avait l'OCI, qui est une scission à une époque de la 4e internationale, qui était l'internationale fondée par Léon Trotsky en rupture avec le Comintern, qui était la 3e internationale. Donc c'est 3 courants, plus il y a un 4e courant qui est le plus important, ce sont les anciens trotskistes. Donc il y a 4 courants, et en 2002, on avait un représentant de lutte ouvrière, un représentant de la Ligue communiste, un représentant de l'OCI, vous imaginez, à une présidentielle, plus un ancien trotskiste qui était Lionel Jospin. Vous imaginez 4 candidats en 2002. Là, on en a 3. C'est unique au monde. Il n'y a pas un pays, alors même les pays où le trotskisme a encore une petite résilience, mais très très faible, le Mexique, le Sri Lanka, puisqu'il y a une histoire au Sri Lanka, même là, on n'a pas de personnalités qui peuvent prétendre
à devenir président ou dans cette volonté-là. Donc on est dans un cas extrêmement particulier et il y a ce décalage, c'est-à-dire le décalage entre la réalité et la surreprésentation des trotskistes dans une campagne présidentielle où leur travail de terrain pendant 5 ans, c'est d'aller chercher les signatures pour avoir les 500 signatures. Et il ferait mieux, à mon avis, de faire un travail militant. Alors justement, est-ce que Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière et Philippe Poutou pour le NPA n'auraient pas mieux fait de s'unir pour porter mieux la voix du camp des travailleurs ? Alors c'est difficile, hein. Ils ont quand même des lignes, des fractures historiquement, comme venait de le rappeler Claude Posternac, hein. Ils ont quand même une histoire différente, oui. Et il y a quand même des différences. Hein. Donc non, et puis il faut dire aussi que... il faut rappeler aussi que Philippe Poutou est un ancien de la lutte ouvrière, hein. De lutte ouvrière, Donc, tout à fait. Il y a quand même quelques, je dirais... Oui. cicatrices, vieilles blessures qui sont réelles et qui sont compliquées. Et puis ce qui est très marrant, c'est que Philippe Poutou, quand il appelle à voter pour le vote utile, hein, il ne va pas dire vote utile vis-à-vis de Madame Arthaud, mais vote utile, c'est Mélenchon, d'une certaine manière, même s'il ne le dit pas aussi clairement. C'est ça. Vous savez, il y a un proverbe qui existait dans la fin des années 60 qui disait lorsque vous mettez 2 trotskistes autour d'une table, ça fait une scission. Bon. Donc, vous êtes dans cette réalité du mouvement trotskiste qui est fracturé entre un mouvement qui représente la 4e internationale chère à Trotsky, qui est le NPA, un mouvement qui veut reconstruire la 4e internationale et qui est plus ancré chez les enseignants, qui est l'OCI, AJS-OCI, puis un autre mouvement qui est Lutte ouvrière, qui a eu une volonté justement de ne pas rentrer dans les années 60 et en particulier en 68 dans le mouvement étudiant, en disant le mouvement étudiant c'est un mouvement petit bourgeois, il faut rester au cœur de la classe ouvrière. Donc vous avez un éparpillement du trotskisme, alors que le trotskisme mondialement ne pèse plus rien, sauf en nostalgie, mais il ne pèse plus rien. Et là, il y a un éclatement. Et mettre ces personnes autour de la table, c'est extrêmement difficile. Ils n'en ont pas le souhait, malheureusement pour eux. Est-ce qu'ils ne sont pas aussi étouffés par la dynamique de Jean-Luc Mélenchon ? Oui, alors il y a une dynamique, mais en dehors de ça, regardez, soit ils ont eu à une époque 2 candidats qui ont marqué, mais avec du temps, ça a été Arlette Laguillet pour Lutte ouvrière et Besancenot pour le courant de la Ligue communiste, qui ont été des courants forts, mais ça n'a jamais eu l'attraction dans des scores qu'arrive à faire aujourd'hui Mélenchon, parce que Mélenchon, lorsque vous êtes à 18%, vous dépassez le cadre de ce qu'était l'extrême gauche et la gauche de la gauche en France, qui pesait globalement 10%. C'était le score que faisait Mélenchon à la dernière présidentielle. Donc là, vous êtes dans un rapport totalement nouveau par rapport à Mélenchon. Mélenchon a siphonné clairement les voix de Benoît Hamon, c'est-à-dire qu'on a un parti socialiste à l'agonie. Alors beaucoup de gens sont surpris du mauvais score de Hamon, mais il suffit de regarder ce que pesait le Parti socialiste au départemental et au régional. Bon, on est quasiment à ces scores-là. Le problème de Benoît Hamon, c'est de savoir est-ce qu'il va rentrer dans le syndrome de fer, c'est-à-dire est-ce qu'il va descendre jusqu'à 55%, qui a été le score de Gaston Defferre en 1969, qui a été un vrai traumatisme, et où Duclos à l'époque, qui représentait le Parti communiste, l'équivalent de Mélenchon, avait fait plus de 20%. Donc Mélenchon crée une dynamique. Est-ce que cette dynamique peut l'amener au second tour? Parce que c'est la question que les gens vont se poser. Je pense qu'à 2 semaines, 2 semaines du premier tour, ça va être difficile. Il a gagné 5 points en 1 mois. Aujourd'hui, ça voudrait dire gagner 5 points en 2 semaines. C'est quand même... il y a une dynamique, c'est clair, mais c'est pas une dynamique comme on a pu trouver avec Fillon. Fillon avait une dynamique forte, mais pourquoi la dynamique était forte? Parce que dans les sondages, on était dans un cadre qui était le cadre des primaires et on ne connaissait pas justement le périmètre des électeurs. Alors que là, on est dans une présidentielle, on connaît le périmètre des électeurs. On parlait de Benoît Hamon, qui est dans une dynamique descendante, lui, pour le coup, et Philippe Poutou a ironisé là-dessus. Il a dit le PS se casse la gueule, Hamon, il est un peu seul. Ouais, c'est pas très gentil. Non, et puis il dit aussi que en politique, d'une certaine manière, on n'a pas de vrais amis, quoi, parce qu'il dit qu'il est lâché par tout le monde, par les amis historiques du Parti socialiste. Il dit qu'il est lâché par ses amis, mais quand on regarde ce qui s'est passé dans le dernier quinquennat, il est lâché par personne finalement, parce que quand on voit la stratégie qu'il a menée pendant 5 ans, il peut pas demander, lui qui était fondeur, d'obtenir le soutien des gens il a tout fait pour casser un minimum de succès du quinquennat
candidat de François Hollande. Donc, d'une certaine manière, personne n'est réellement surpris. Et puis, quand on l'entend aujourd'hui dire que même si aujourd'hui ces difficultés sont liées justement à la difficulté d'assumer le bilan de François Hollande, je crois que tout le monde rigole d'une certaine manière. Il faut quand même savoir garder raison. Philippe Poutou qui a aussi taclé la gauche au pouvoir. Il faut une véritable gauche politique, a-t-il dit. La gauche, elle est de gauche quand elle est en campagne, elle est de droite quand elle arrive au pouvoir. Oui, ça c'est une réalité. C'est une réalité, mais c'est valable aussi pour la droite. Oui, c'est ce qu'on disait de Chirac. Exactement. C'est ce que reproche aujourd'hui l'électorat. Je fais souvent référence à l'étude Cevipof qui sort chaque début d'année. Il y a beaucoup d'éléments sur la confiance des Français, en particulier dans les politiques. 75% des Français ont déclaré dans la dernière étude Cevipof qu'ils ne voyaient plus de différence entre la droite et la gauche. Pourquoi ? Parce que vous avez un Sarkozy qui fait campagne sur la rupture et en vérité ne change rien, et vous avez un François Hollande qui fait la campagne sur le changement et qui ne change rien. Donc en fait, c'est sûr que la gauche va être gauchiste dans l'opposition, et lorsqu'elle arrive au pouvoir, elle mène une politique tout à fait classique. Donc c'est une logique. Simplement, dans le trotskisme, il y a une valeur qui est fondamentale, c'est ce qu'on appelle le front unique ouvrier. C'est quoi le front unique ouvrier ? Le front unique ouvrier, c'est que les trotskistes ont toujours voulu, même face au Parti communiste, qui était extrêmement virulent à l'égard des trotskistes. Ça a été, plus que virulent, ça a été parfois des meurtres. On l'a vu en Espagne, où les agents du KGB ont liquidé des trotskistes du POUM. On l'a vu dans les pays de l'Est. Bon. Malgré cela, les trotskistes avaient une volonté d'unir le mouvement ouvrier. Ça allait du Parti socialiste. Or, les radicaux de gauche, ils ont toujours eu une hantise des radicaux de gauche, mais du Parti socialiste jusqu'à l'extrême gauche. Aujourd'hui, ce discours de front unique ouvrier a disparu. La seule chose qui reste dans la rhétorique trotskiste, c'est l'international. Et là-dessus, on peut leur reconnaître une chose, ils n'ont pas varié, ils ont toujours considéré qu'il n'y avait pas un prolétariat national, mais un prolétariat mondial. Et ça part de Trotsky, qui, au départ, fait une opposition à Staline sur « on ne peut pas construire le socialisme dans un seul pays ». Donc, pour lui, le socialisme, pour exister, a besoin d'être international. Autrement, il ne peut que mourir, donc ils sont dans cette logique-là. Ce qui est très marrant aussi, c'est que cette aide ADN, elle est reconnue, acceptée par tous, et à tel point que même quand il fait ses meetings, là, quand on a vu à Rouen, il parle très peu de son programme, en fin de compte, tu vois. Oui. Bon, d'accord, les problèmes, les riches, la politique de logement pour les pauvres, et encore quand il s'aventure sur quelques thématiques financières vis-à-vis des collectivités territoriales pour remonter, il dit qu'il veut créer 1 million d'emplois dans la fonction publique en général. Il dit pas territorial. Il fait même des fautes parce qu'il dit que, par exemple, pour la fonction territoriale, elles peuvent être à découvert. Enfin, il a parlé de communes en déficit. De communes en déficit, alors que tout le monde sait qu'aujourd'hui, une commune ne peut pas présenter un budget déficitaire. Parce qu'il n'est pas dans une logique de gouvernement, il est dans une logique révolutionnaire. Donc il n'est pas dans une logique programmatique, il est une logique d'animation des luttes sociales. Il fait référence systématiquement, là, on l'a vu, il a terminé là-dessus sur la Guyane, il faut appuyer les Guyanais, et en plus avec un relent d'anticolonialisme, mais lui il est dans une logique de mouvement social, il n'est pas dans une logique de prise de pouvoir institutionnel. Lui et le mouvement qu'il représente souhaite la révolution, c'est-à-dire c'est que justement il est dans cette ADN-là, mais quand on voit les gens qui viennent à ses meetings, c'est des gens jeunes, et je ne suis pas sûre qu'ils entendent ce qu'il dit. Voilà, ils n'ont pas cette culture. Non, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux. Merci d'avoir été avec nous pour analyser ce meeting et cette campagne de Philippe Poutou. À 14h15, vous pourrez suivre sur LCP le meeting de Nathalie Arthaud à Marseille. Et nous, on se retrouve demain à midi pour suivre le meeting de François Asselineau à Lille. Merci à tous et très bonne journée sur les chaînes parlementaires.